Emmanuel Macron. J'ai cru que j'étais complètement non, mais hors sol tout d'un coup. je pense qu'il s'adresse notamment aux personnes de droite qui lui posaient des questions sur pourquoi est-ce qu'il soutenait Emmanuel Macron, et il explique enfin pourquoi est-ce qu'il a soutenu Emmanuel Macron et pourquoi est-ce qu'il a accepté de parler avec Emmanuel Macron. Les électeurs de droite étaient assez remontés contre lui, même les candidats au Congrès, et ne comprennent pas pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy soutient Emmanuel Macron. Et comme l'a expliqué Frédéric Dabi, c'est un choix relativement par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà d'Emmanuel Macron, il trouve qu'il n'y a personne qui a le niveau et qu'en fait, ce sera tous des catastrophes pour la France. Et c'est ça que j'appelle par défaut. Il le dit indirectement sur Valérie Pécresse, sur le fait qu'elle aurait été en aucune capacité d'être présidente de la République. C'est pas faire le choix de la peste et le choléra, c'est pas du tout ça le sujet. Mais il dit, comprenons-nous. Et il dit un autre élément qui peut être intéressant aussi pour la droite, c'est comment se positionner par rapport à Emmanuel Macron. Et notamment, il y a un choix qui est intéressant, c'est-à-dire que depuis 2017 et depuis l'irruption d'Emmanuel Macron dans le champ politique, la droite n'a jamais su comment se positionner à l'égard d'Emmanuel Macron. Soit ils se mettaient en soumission d'Emmanuel Macron et ils se vendent pour un poste, c'était la fameuse phrase « je suis pas en marche, mais je veux que ça marche », c'est-à-dire qu'en gros, ils cherchaient un poste. Et la deuxième partie, c'était ils étaient en opposition la plus complète et ils s'opposaient à Emmanuel Macron, surtout. Et ce que fait Nicolas Sarkozy, c'est qu'en gros, il donne une ligne directrice sur comment LR devrait se positionner. C'est-à-dire que sur les sujets où ils sont d'accord avec Emmanuel Macron, il faut voter, il faut soutenir Emmanuel Macron parce qu'il y a des électeurs de droite qui sont convaincus par Emmanuel Macron sur certains sujets, l'économie internationale, etc. Et que sur les sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, en fait, il faut proposer une alternative. Plusieurs points intéressants à la fois sur les sujets de politique publique, sur l'ensemble des thèmes auxquels, en fait, Nicolas Sarkozy nous avait habitués à partir de 2002-2005 à avoir des positions qui étaient plutôt très à droite et même assez disruptives. Et là, pour une fois, en fait, depuis qu'il a quitté le champ politique, donc depuis sa défaite à la primaire, il a une position qui est beaucoup plus équilibrée, en fait. Il garde une volonté de changement. Il y a moins de punchline, mais il garde une volonté de changement sur plusieurs sujets quand il parle de la judiciarisation de la vie politique, la question de l'état de droit qui empêche à l'impuissance publique, etc. Mais en même temps, il garde une position équilibrée et j'ai l'impression qu'il se met pile au milieu sur un double conseil à la fois d'Emmanuel Macron et de la droite, en disant un message qui est le suivant. Stratégiquement et politiquement, ils ont plus intérêt à s'entendre dans la mesure où Emmanuel Macron ne peut pas se représenter vu qu'il entame son deuxième mandat et que la droite a un déficit, selon lui, de crédit gouvernemental, c'est-à-dire qu'elle peut faire une fonction tribunicienne d'opposition en disant nous on ferait mieux, mais est-ce que c'est pour autant les électeurs seraient convaincus qu'ils feraient mieux, notamment sur les sujets migratoires, que Marine Le Pen, et mieux qu'Emmanuel Macron et que la Macronie sur les sujets économiques? C'est là toute l'ambiguïté de la droite, c'est que la droite, au final, au Parlement, soutient implicitement le gouvernement sur le texte pouvoir d'achat, laisseront passer le budget sans véritablement s'opposer, sans faire une motion de défiance, et dans le même temps ne bénéficient pas des avancées comme sur la baisse des carburants, sur la baisse de remise des carburants, sur l'ensemble des sujets sur lesquels ils ont travaillé avec le gouvernement. Frédéric Dabi. William T. Moi, je ferais une comparaison entre ce qui se passe actuellement en France et ce qui s'était passé aux États-Unis à l'époque de Barack Obama lorsqu'il voulait faire adopter un budget. Et il y a une différence qui est notable, c'est-à-dire que si en France le budget ne passe pas, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas payer les fonctionnaires. Alors qu'aux États-Unis, Barack Obama faisait face à un blocage à l'époque de la Chambre des représentants et du Sénat qui était contrôlé par les Républicains, qui bloquait son budget, et ce qui s'appelait aux États-Unis à l'époque un shutdown, c'est-à-dire que l'État fédéral ne pouvait pas fonctionner. Et malgré tout, Barack Obama avait réussi à négocier avec les deux chambres pour faire passer un budget. Et Emmanuel Macron, qui aurait moins de contraintes sur un budget qui ne provoquerait pas un shutdown en France ou la fermeture de la cessation de paiement de la France, ne serait pas en capacité de négocier avec une opposition parlementaire qui domine malgré tout, même si c'est en majorité relative. Je pense que les Français lui reprochent ce point-là. Je pense qu'ils disent en gros... Le 49.3 est utile lorsqu'il y a une situation de blocage et que les institutions comme le référendum et les différents outils donnés au président de la République sont utiles lorsqu'il y a une situation de blocage. Et ce qui matérialise une situation de blocage sur le 49.3 à l'heure actuelle, non. Dans la mesure où ils se sont exprimés il y a quelques semaines, même il y a quelques mois, en juin dernier, pour donner une majorité qu'ils ont souhaitée, qui n'était pas absolue pour le président de la République, mais qui lui donnait une majorité quand même relative. Et je pense qu'ils attendaient d'Emmanuel Macron pour dire le message suivant. Vous avez été élu pour gérer la crise et pour être le parti de l'ordre, et que dans le même temps, sur votre programme, nous ne sommes pas d'accord avec vous en majorité, donc nous voulons que vous négociez avec les différents partis, le RN, LR, LFI et le Parti Socialiste. Et ça, actuellement, Macron ne le fait pas. Mais moi, sur le sujet d'Emmanuel Macron, est-ce que l'Assemblée est vraiment hostile à Emmanuel Macron dans la mesure où sur les textes pouvoir d'achat, il a pu trouver un accord avec les Républicains, et sur différents sujets, il a pu trouver un accord avec différents partis? Est-ce que là, vraiment... le gouvernement a essayé de tendre la main aux Républicains en proposant clairement un pacte de gouvernement, ou est-ce qu'ils ont dit simplement en convoquant le président du parti, qui à l'époque était Jacob et qui n'avait plus aucune légitimité parce qu'il partait... Christian Jacob. Il partait de toute façon. Est-ce qu'ils ont vraiment proposé, est-ce que Emmanuel Macron a fait l'effort de proposer un véritable pacte de gouvernement? Si c'est en gros dire, venez là, vous levez la main pour soutenir mon projet, évidemment qu'ils ont dit non. Si par cas il avait fait une proposition qui était plus précise,
peut-être, et c'est ce que demande Nicolas Sarkozy dans son interview. Vous oubliez de dire pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas mais non, mais il le fait pas parce qu'il est bloqué par son aile gauche. Merci. Mais évidemment, c'est pour ça. Mais c'est à lui de faire le choix. Et donc, il a raison. Et Sylvain Maillard. Oui, et Sylvain Maillard, peut-être qu'il a pas assez de ministre, il a pas assez de poste à donner. Mais Sylvain Maillard a raison de faire porter la responsabilité sur LR. Mais la réalité, c'est que la responsabilité est partagée parce qu'en fait, aucun des deux ne voulait cette alliance dans la mesure où ils étaient sur une logique qui était politicienne et qu'une partie d'En Marche n'en voulait pas parce qu'ils pensaient déjà à l'après. Ils voulaient pas de faire de pacte avec LR, notamment l'aile gauche et les Mormons d'Emmanuel Macron. Donc, ces journées, etc. Ensuite, après, il y a un deuxième point en termes d'astuce pour Emmanuel Macron, c'est pourquoi est-ce qu'il ne propose pas des projets en termes... Si par cas, les députés LR ne veulent pas, admettons qu'ils proposent la réforme des retraites devant les députés LR ou qu'ils proposent un budget qui est similaire aux attentes des députés LR. Est-ce que les députés LR pourront ne pas voter... Les retraites, c'est assez similaire. Oui, mais justement, ils seront obligés. Je pense qu'ils vont être obligés de le voter dans la mesure où c'est ce qu'attendent ces électeurs. Et c'est là où il y a deux leviers possibles. Proposer des textes qui sont en rapport avec les attentes des électeurs LR et des députés LR, et ensuite agiter la menace de la dissolution, non pas pour la faire, mais pour dire aux députés LR, pour qu'ils retournent dans leur circonscription et que leurs électeurs fassent pression sur les députés LR afin de faire voter les textes. C'est ça la deuxième possibilité. Soit il fait une coalition, soit il leur impose une coalition de fait auquel il serait obligé. Et c'est là les deux solutions possibles pour Emmanuel Macron. À l'heure actuelle, il y a un sujet essentiel, c'est que la remise sur les carburants doit prendre fin novembre. Si par cas on ne veut pas arriver en récession économique, il est impératif de prolonger les aides sur 2 points. 1, les aides sur l'essence, et je pense qu'il faut que le gouvernement réfléchisse à un autre sujet, c'est un bouclier tarifaire et l'élargir aux entreprises, notamment les moyennes entreprises. Parce qu'actuellement, le bouclier tarifaire concerne les petites entreprises, mais pas les entreprises de taille moyenne. Moi, par exemple, ce qu'on m'a raconté, c'est que comme les contrats sont négociés à 1 ou 2 ans, certaines entreprises se voient imposer maintenant, avant la fin du bouclier tarifaire, une renégociation de contrat et les prix ont été multipliés par 5 ou par 6, certaines passant de 2 000 à 10 000 euros de forfait. Est-ce que les petites entreprises et les moyennes entreprises pourront tenir ? C'est un sujet pour Emmanuel Macron parce que c'est un double enjeu. Certes, ça coûte cher en termes de finances publiques, mais si par cas les entreprises sont obligées de fermer, ça lui coûtera encore plus cher en termes de fermeture, en termes d'assurance chômage et d'indemnisation. Ouais, mais la voiture électrique, ils oublient 2 sujets essentiels. C'est que d'une part, les batteries dépendent et sont possédées quasiment intégralement. Il y a un monopole de la Chine et surtout, ils ont une avance technologique sur nous. Et comme on a signé un traité de libre-échange sous l'impulsion de l'Allemagne, ils vont nous inonder en termes de voitures électriques. Ça a déjà commencé, vous êtes allé au mondial ? Non, pas encore, mais... c'est fini, là. Dommage. Et le deuxième... Il y a 3 Peugeot, le reste, c'est des voitures chinoises. Voitures chinoises. Et le deuxième sujet, c'est qu'en fait, sur l'électricité, c'était rentable de penser à l'électrique il y a quelques années, mais maintenant, le prix de l'électricité a monté. Je pense que le gouvernement n'aura pas le choix. Soit il change de stratégie, dans la mesure où jamais on rattrapera la Chine, il faut penser au coup d'après, soit on a un autre sujet, mais ça, c'est peut-être un sujet que doit aborder Emmanuel Macron à Rome avec Mélanie, c'est il faut affronter l'Allemagne sur le marché européen de l'électricité. Je pense que les Allemands ont conduit... Ça a déjà commencé, ça. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bruxelles ? Oui, tout à fait. Mais je pense que justement, Emmanuel Macron... je pense qu'il doit nous écouter de Rome. Il doit faire alliance. Je pense pas parce qu'il est... non. Ou alors il a des... il devrait... Radio Vatican ne passe pas de manière continue. Il y a rien qui passe. Et il devrait faire alliance avec Mélanie sur certains sujets. Je pense notamment à la réforme de Schengen, au marché européen de l'électricité et au droit de la concurrence qui nous empêche de créer des champions européens. Revenons à de la politique, faire alliance avec Mélanie, comme vous dites. Le général de Gaulle disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Qui a permis de faire passer la taxonomie, de faire entrer le nucléaire dans la taxonomie européenne ? C'est grâce à l'aide de la Hongrie, de Viktor Orban et de la République tchèque, qui pourtant ne sont pas des alliés naturels d'Emmanuel Macron. Et sur l'ensemble des sujets, Emmanuel Macron est mis en minorité. Scholz l'affronte ouvertement sur pas mal de sujets. Les pays du Nord ne soutiennent plus Emmanuel Macron sur l'ensemble des différents points depuis qu'il a mis en place le groupe Renew Renaissance au Parlement européen. Les pays d'Europe du Sud ont des intérêts qui sont divergents, de plus en plus divergents avec l'Allemagne sur les questions économiques, de relance économique, de protection migratoire. Vous voulez en venir où, William ? Je pense qu'Emmanuel Macron doit devenir, et c'est le chemin que dresse Mélanie, non pas qu'il doit faire alliance avec Mélanie, mais qu'il doit devenir le champion des pays d'Europe du Sud pour aller contester l'hégémonie allemande. Et je pense que les pays d'Europe du Nord sont en train de lâcher l'Allemagne, comme les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne et la Hongrie. C'est la fin d'un